y a deux points sur lesquels je voudrais réagir. C'est un, le rôle de l'État, enfin en tout cas, le fait que l'État doit être vertueux qui me semble me clé. Et le deuxième sujet, c'est sur... je pense qu'individuellement, et c'est dur à dire, parce qu'on va toujours me dire il y a des questions de pouvoir d'achat, etc. Et je l'entends. Individuellement, on a tous une responsabilité dans la désindustrialisation. C'est à partir du moment où on fait le choix d'acheter un produit qui va être moins cher, parce qu'on se dit qu'au regard de l'usage, on n'a pas besoin d'acheter par exemple un tournevis fait en France, mais on peut en prendre un acheté en Chine, où on se dit on préfère avoir une multitude de possibilités de consommer du textile et de le faire au détriment de produits peut-être plus durables, etc. Donc finalement, même si derrière il y a eu un... c'est un pays entier qui s'est détourné de l'industrie, mais on a tous une responsabilité dans la réindustrialisation aussi par les arbitrages qu'on va faire. Et ça veut dire sortir du logique du low cost, de la consommation de masse. Je vois que tout le monde se précipite toujours pour acheter le truc moins cher aussi. Enfin, individuellement, on peut être comme ça. Il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est qu'en Allemagne, toutes les entreprises sont gérées en cogestion avec un seul syndicat, IG Metall. Et ça, c'est hyper important. Chaque conseil d'administration, il y a autant d'administrateurs. IG Metall et en face le patron. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est toujours dans ce sens-là. Bonsoir. Le niveau de formation en France était unanimement reconnu comme assez bon et était un élément d'attractivité jusqu'à présent. On va devoir faire face à un double cataclysme temporel qui est la décarbonation qui nous tombe dessus à vitesse grand V et aussi l'apparition, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça va aussi nous tomber dessus, de l'intelligence artificielle qui va devoir nous faire changer nos métiers. Comment nous, on peut influer pour que les formations soient de bon niveau, soient très rapides et en accord avec cette temporalité qui va être extrêmement rapide. La réforme de la gouvernance des entreprises est forcément, enfin, en tout cas de notre point de vue, un chemin à entrevoir. Je crois que ça a été rappelé tout à l'heure dans les chiffres, si l'Allemagne ne s'est pas désindustrialisée comme la France, c'est aussi parce que justement dans la stratégie des entreprises, il y a une certaine forme de partage que nous n'avons pas eu en France, ou en tout cas pas dans des instances qui avaient les moyens d'influencer ce sujet-là, puisque je pense que dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans la mienne qui s'est beaucoup désindustrialisée, les partenaires sociaux ont fait part de leur inquiétude sur la stratégie de l'entreprise à aller adresser des sites de production en dehors du territoire national. Sauf que on connaît les moyens des partenaires sociaux dans les instances existantes en France. Et si je peux faire un parallèle sur la stratégie, là plutôt étatique, quand on voit aujourd'hui ce qui me semble être de très bons outils, les comités stratégiques de filière, mais qui sont à la gouvernance des comités stratégiques de filière, les chefs d'entreprise uniquement. Et donc, il y a un risque pour que la stratégie nationale soit fortement influencée par la stratégie des entreprises. Il y avait deux autres questions dans le chat. Est-ce que le devoir de vigilance peut avoir une influence? Le devoir de vigilance. Et la deuxième question était la suivante, à savoir, il était question que le CNI, le Conseil national de l'industrie, intègre une approche coût complet en matière de politique d'achat. Qu'en est-il? Quelle stratégie des IRP, des instances de représentation du personnel? La question qui est posée par votre colloque, c'est comment agir? Les CSE, chaque année, distribuent 2 milliards d'euros de cartes cadeaux qui seront dépensées en biens industriels chaque Noël. Est-ce que là, on n'a pas un levier d'action sur lequel il n'est même pas question de cogestion avec l'employeur, mais de cogestion entre vous, différentes OS, parce que si on constate les habitudes d'achat des CSE, je ne sais pas s'ils sont bien meilleurs que la grande distribution, et il s'agirait effectivement de montrer l'exemple et de passer aux actes. Et on a là, simplement, c'était pas possible, maintenant il y a des solutions pour le faire, et comment agir chaque année, 2 milliards d'euros distribués à vos 20 millions de collègues dans 30 000 CSE, c'est demain, c'est tout de suite. En fait, on voit que l'Europe met un cadre avec un certain nombre de contraintes et on voit que les industriels français, que
le gouvernement français nous dit on ne peut pas s'en affranchir, alors qu'un tout petit peu plus loin, du côté de l'Allemagne, eh bien, on voit une cohésion entre l'organisation syndicale et le patronat qui va ensemble à Bruxelles et qui dit nous, on fait ce qui est bon pour nos propres intérêts et qui vont, dans certains cas, s'asseoir sur ces règles. Donc, comment peut-on bâtir une plus grande cohésion pour justement s'affranchir peut-être de ces règles qui nous entravent? Et une dernière question dans le chat, est-ce que la désindustrialisation, elle est aussi marquée dans tous les secteurs où il y a des différences? Juste sur le sujet qui est lancé, ça pourrait faire l'objet d'une journée de travail, sur le citoyen consommateur. Ces questions-là ont été sur la table dans les années 2010, sur le fabricant en France. Et une chose quand même, les firmes ont aussi une responsabilité. Aujourd'hui, la voiture française la plus vendue, achetée par les citoyens de notre territoire, la plus vendue, elle n'est pas fabriquée en France. Et là, la plus vendue n'est pas fabriquée en France. Et là, je pense que le consommateur, lui, il pense acheter une voiture française. Hein, enfin, j'espère. Enfin, je pense, voilà. Et du coup, il suffirait que ces constructeurs relocalisent. Ça peut être fait très rapidement aussi, hein, parce qu'on sait monter des voitures. Hein. Relocalisent ces véhicules. Voilà, parce que là aussi, il y a une responsabilité. Parce que le consommateur qui pense consommer, vous voyez, faire un acte, on va dire, citoyen, du coup, c'est pas dans la balance, dans la bonne balance commerciale, quoi. La cogestion allemande, c'est sûr que c'est une force pour l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne s'est quand même aussi bien servie des pays en limite dans son modèle d'organisation industrielle, ce qui lui a permis de travailler sur sa structure de coûts. Que l'Allemagne, en effet, ils sont très solidaires entre eux, à tel point qu'ils nous ont bousillé notre marché, parce qu'ils exportent vers leurs petits potes européens. Et ça, c'est une vraie question qu'il va falloir se poser dans le cadre de la réindustrialisation, sans vouloir les pointer du doigt. Que c'est vrai que ce modèle de cogestion, on le retrouve aussi dans les pays du nord de l'Europe, mais on a des pays qui gardent une base industrielle solide, sans cogestion, l'Italie, qui est un bon exemple. L'Espagne qui est en train de remonter. Alors après, il y a des questions de politique intérieure. Et si je devais donner un point fort aux Allemands, qui à mon avis nous différencie beaucoup des Français, c'est le parcours du dirigeant. C'est-à-dire le dirigeant vient du terrain. En France, on a des gens, et je ne veux pas critiquer les grandes écoles, la réalité est qu'on a des gens qui viennent de grandes écoles, qui accèdent à des postes de direction élevés, sans avoir eu une sorte de cursus honorum et de connaissance du terrain, avec un prisme peut-être plus tourné école de commerce au détriment d'un parcours ingénieur, et qu'il faut un équilibre. Il ne faut pas que des écoles de commerce, que des écoles d'ingénieurs. Donc, voilà. Mais après, les Allemands, c'est sûr que c'est une de leurs forces, mais je pense qu'on doit travailler sur ce sujet, et ça va reposer sur votre capacité, à vous, organisation syndicale, à être capable de porter des messages ensemble. Et je ne reviendrai pas sur toute l'histoire du syndicalisme français, parce que je pense qu'on pourrait organiser une troisième soirée. Et sur le cadre européen, oui, mais en fait, il faut qu'on ait des gens qui aillent dans les instances européennes. À un moment, il faut aller tabasser. Enfin, il faut être dans les instances européennes, il faut être dans les instances de normalisation, il faut aller défendre le bout de gras, ce que ça va faire les Allemands. On parlait beaucoup d'industrie 4.0. L'un des sujets phares de l'industrie 4.0, c'est les protocoles de communication machine to machine. Quand on regarde qui essayait d'imposer le protocole mondial, c'était les Américains et les Allemands, et pas des Français. Donc il faut qu'on soit présent dans les instances de normalisation, qu'on aille défendre nos intérêts, qu'on arrive à créer de l'alignement d'intérêts entre les dirigeants français et les salariés, parce qu'il y en a quand même, on peut aller... mais il faut être présent, ce que c'est très bien faire l'Allemagne. L'Allemagne, c'est faire jouer sa diplomatie, la diplomatie européenne, quand il y a un sujet comme l'Inflation Reduction Act. Nous, on est en train de se dire, ça va pas. Et quand on a 10% de points de PIB, 90 milliards de déficits commerciaux, on a en plus le sentiment qu'on n'est pas légitime. Enfin, les autres nous prennent pour des acteurs pas légitimes. On a tué notre industrie, donc qu'est-ce qu'on y connaît finalement? C'est parfois ce qu'ils pensent. Ouais, et juste sur la stratégie, on a vraiment aussi une difficulté de maturité du dialogue social. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a longtemps qu'ils bossent les uns avec les autres. En France, nos industriels ou nos patrons ne sont pas prêts de partager leur stratégie
pour pouvoir que nous, on puisse aussi s'en emparer et pouvoir faire. Et ça fait aussi un peu le lien avec la formation. Effectivement, on va avoir plein de transformations de nos métiers. Et je pense que formation, il faut différencier, à mon avis, formation continue, qui reste plutôt de bonne qualité, et formation tout au long de la vie, pour qu'on ne laisse aucun de nos salariés sur le bord du chemin. Et là, il faut qu'on soit en capacité, et c'est compliqué d'imaginer les emplois de demain, pour créer les formations, qu'elles soient paritaires ou pas. Et on fait ce travail dans l'industrie, en métallurgie, on a fait ça, mais par l'Observatoire des métiers, on arrive à voir quelles pourraient être les évolutions des métiers et quelles seraient les compétences à acquérir pour y aller. Encore faut-il que aussi les employeurs donnent les moyens aux salariés de pouvoir se former et de se dire, ben oui, il faut qu'ils évoluent parce que je ne pourrais pas leur garantir que... Et on voit trop souvent des employeurs qui gardent leurs salariés jusqu'au bout parce qu'ils en ont besoin. Ils vont aller chercher des compétences ailleurs pour leurs nouveaux besoins. Et à la fin, les salariés ils restent sur le bord du chemin. Donc il faut qu'on arrive à avoir ces biseaux, à avoir les bonnes formations. On avait fait, ça commence à remonter maintenant, mais dans l'Observatoire de la métallurgie, sur les métiers de l'automobile, tout ce qui pouvait être transformé et quelles compétences étaient possibles et quelles passerelles et quelles formations à mettre en œuvre. Alors on avait des formations de la peinture jusqu'à l'intelligence artificielle. Et derrière, on a ces formations qui se mettent en place. Par contre, il faut qu'on puisse les accompagner. Juste un mot sur la stratégie des IRP sur les œuvres sociales. Malheureusement, je dirais, alors, certains IRP sont, certaines organisations plus que d'autres, j'en sais rien, ou certaines équipes plus que d'autres sont sensibilisées à faire des achats, on va dire, responsables. Par contre, on a aussi trop souvent, malheureusement, cette manne des œuvres sociales qui vient compenser des salaires trop faibles et les consommateurs, du coup, ne sont pas assez acteurs parce qu'ils vont au plus pressé. Mais il faut aussi, oui, qu'on soit responsable dans nos achats. Ce n'est pas toujours évident et je ne suis pas sûr qu'on en soit encore tous là. Juste une petite intervention sur formation et IA, intelligence artificielle. Je pense que personne ne sait aujourd'hui ce que va donner l'intelligence artificielle. On va tous y réfléchir collectivement. Il va bien falloir il n'y a pas d'autre alternative que d'y réfléchir. Alors, certains disent en Europe, on a tendance à réguler. Aux États-Unis, ils ont déjà tendance à réfléchir comment on peut l'utiliser. C'est une mentalité qui est un peu différente. Donc, il faudra bien qu'on s'interroge en effet sur ce que ça veut dire. Est-ce que ça va faire plus d'emplois? Est-ce que ça va faire moins d'emplois? Moi, je suis toujours très prudent sur ces frayeurs que l'on a face à une nouvelle technologie. Je pense qu'on sous-estime la capacité de des uns et des autres à s'adapter, à trouver des solutions et probablement à trouver d'autres finalement types d'emplois malgré ces technologies qui pourraient faire craindre que l'on perde des emplois. Je rappelle qu'aujourd'hui, malgré tout, dans l'industrie, on manque de main-d'œuvre, hein. On manque de bras. On cherche des emplois, on cherche du monde aujourd'hui. Dans la métallurgie, je ne sais pas, la dernière fois, Stéphane, c'est quoi, 30 000 emplois qui n'étaient pas pourvus à peu près, ou quand on a fait la CPNE, c'est de l'ordre de 30 000 emplois. Donc en fait, on n'est pas le sujet, il est plutôt venez travailler dans l'industrie. C'est pas le contraire. Donc on a besoin de monde. C'est ni coût complet. Alors moi, je suis pas sûr de comprendre le coût complet, mais j'entends ça comme étant quand vous choisissez un fournisseur, prenez pas nécessairement le moins cher parce qu'il faut aussi estimer le risque. Pardon, ouais. Non. Il faut aussi estimer le risque et je pense qu'en effet, la crise que l'on a vécue avec le sujet de l'énergie ou pendant la crise Covid, les problèmes des médicaments, doit faire prendre conscience aux entreprises qu'elles doivent aussi tenir compte de leur capacité à être résilientes face à une crise. Et ça devrait rentrer dans l'estimation du coût global d'un fournisseur, c'est-à-dire que le moins cher n'est pas nécessairement le plus intéressant, parce qu'en cas de crise, ça peut coûter infiniment plus cher que les quelques 2 centimes d'euros, comme le disait Stéphane, économisés à l'instant de l'achat. Mais ça exige en effet cette capacité à faire d'analyse de risque. Mais quand un patron fait un choix, il sait très bien ce qu'il gagne dans l'immédiat. C'est beaucoup plus difficile d'estimer ce qu'il pourrait perdre s'il y avait une crise. C'est toujours cette
difficulté-là. Or, un vrai calcul, mais c'est comme quand on fait un investissement, le vrai calcul devrait être fait en intégrant les risques éventuels d'un fournisseur lointain, défaillant, qui peut arrêter, comme ça l'a été dans les usines automobiles, des chaînes de production pendant des semaines. Et à mon avis, ça coûte beaucoup plus cher que les 2 centimes économisés.